Bonjour à tout le monde. Alors, il y a une petite modification dans le programme. Ne vous inquiétez pas, nous allons kidnapper 10 minutes à nos amis du monde et à la table ronde à laquelle vous venez assister. Donc moi je suis Christophe de Gruel, le président de la communauté d'agglomération de Blois. Et à Blois, les bibliothèques sont de compétences communautaires. Cette année, avec l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire, on a voulu proposer une autre forme d'accès au savoir historique, à savoir une dictée historique. Alors, l'idée est venue de manière détournée, je vais vous raconter ça en quelques minutes. Depuis de nombreuses années, nous essayons de mettre sur pied un prix du roman noir, du polar historique. Puis on tourne en rond, on n'y arrive pas ou on ne se donne pas le temps de mettre ça sur pied. Mais en réfléchissant à cette idée d'un prix du roman noir historique, j'ai été amené à regarder le site de la plus grande manifestation dédiée au roman noir qui a lieu à Lyon, qui s'appelle Quai du Polar. Et en regardant leur site il y a quelques mois, je découvre qu'ils proposent une dictée noire. Dictée noire, je me suis dit, tiens, dans cette salle, dans cet hémicycle, il y a une vingtaine d'années, Bernard Pivot avait organisé les fameuses dictées des Dicodores. L'hémicycle était plein de d'élèves pour cette dictée. Je me suis dit, on va peut-être pouvoir réaliser quelque chose avec une dictée historique. Avec les équipes des bibliothèques, on s'est dit qu'évidemment, il fallait que le texte soit lu par un historien. On a tout de suite pensé à Michel Vinocq, qui s'est prêté au jeu hier matin, en jouant le maître d'école. Il a vu que c'était un exercice difficile d'administrer une dictée. Et puis, comme on avait donc arrêté l'idée d'une dictée historique avec Michel Vinocq, petit à petit, l'idée d'un texte de Germaine de Staël s'est imposée parce que cette année, au château de Chaumont, le 14 juillet 2017, nous avons commémoré la disparition de Germaine de Staël. Et à cette occasion, nous avons appris, parce que nous ne sommes pas des spécialistes de Germaine de Staël comme Michel Vinocq, que Germaine de Staël avait corrigé les épreuves de son ouvrage maître de l'Allemagne au château de Chaumont. Et donc les choses ont cheminé et nous avons mis sur pied la première dictée historique. Et cette dictée historique, elle est amenée évidemment à se continuer à chaque édition des Rendez-vous de l'Histoire. Donc cette dictée historique, c'est un partenariat avec l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire, avec les bibliothèques de la communauté d'agglomération, et puis avec Olivier Labbé, notre libraire préféré, qui a tenu à doter le prix, et je vais lui donner la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. En fait, quand on offre des livres pour une dictée, le lien il est direct parce qu'on ne se pose pas la question de la valeur des livres. Ça fait partie de ces objets. Quand on offre, je sais pas, un portefeuille ou une robe ou autre, on peut se poser la question quelle valeur elle fait. Tiens, il s'est un peu moqué de moi. Bref. Et par contre, le livre, la valeur, elle est liée au contenu. Néanmoins, quand il n'y aura plus que le contenu et pas de contenant avec le livre numérique, eh bien, les librairies, les bibliothèques n'existeront plus. Il n'y aura plus qu'un lien Internet ou une liaison, on téléchargera un fichier. Et finalement, ça serait vraiment dommage pour nous, les libraires. Si vous avez fait une dictée, c'est que vous êtes intéressé par l'orthographe, également par l'écriture et par le papier, et le lien il est direct entre la dictée et le livre. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à être présents pour marquer la présence du papier également. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Première dictée historique, donc dans le cadre des 20e rendez-vous. J'avais choisi un texte de Madame de Staël, effectivement, tiré d'un de ses ouvrages qui s'appelle « 10 années d'exil ». Madame de Staël est morte le 14 juillet 2017, et l'année 2017... Oui, c'est un lapsus, 1817, et par conséquent, en 2017, nous commémorons le bicentenaire de sa mort. Bon, c'est un grand écrivain qui a eu une influence considérable sur tout le 19e siècle. C'est aussi un acteur politique éminent qui a lutté contre
l'autoritarisme de Napoléon jusqu'au bout. Bref, c'était l'occasion, par conséquent, de remettre son nez dans son œuvre, dans ses œuvres, et j'ai tiré un texte qui explique comment Madame de Staël, qui était en résidence surveillée au château de Coppet près du lac Léman, a eu la volonté d'échapper à la surveillance napoléonienne pour gagner l'Angleterre. À travers un périple incroyable, elle a traversé toute l'Europe, est allée jusqu'en Russie. À Moscou, elle est arrivée quelques semaines avant la grande armée qui allait pénétrer en Russie, et elle a gagné l'Angleterre à travers la Suède, etc. Donc, j'ai choisi ce texte qui ne présentait à mes yeux vraiment aucune difficulté. Mais c'était le premier exercice, c'était la première dictée de ces rendez-vous. Il ne fallait pas commencer par un texte bourré de pièges avec des noms de fleurs incroyables, etc. Or, à la sortie de la dictée, plusieurs candidats sont venus me voir pour dire « Oh, trop facile, vraiment ». Et nous nous sommes dit, ça va être très difficile à trouver un candidat, un vainqueur, puisqu'il va y avoir sur 70 compétiteurs, candidats, il va y avoir au moins 20, 30, 0 faute. Résultat, 0 faute. 0 faute. Comme quoi, les dictées apparemment les plus faciles sont toujours piégeantes. Il y a toujours des hésitations à avoir sur telle ou telle orthographe, pas forcément le mot, mais évidemment la syntaxe. Bon, alors, sans plus attendre, voici le résultat. Il y a donc un vainqueur, car il n'y a qu'un seul candidat qui ait fait, non pas 0 faute, mais une petite faute, une faute. Il s'appelle Alain Janot, que je félicite. Les deux suivants ont fait 2 fautes. Il s'agit de Jean-Luc France Barban et d'Étienne Buirette. Sont-ils là? Bon. Donc, toutes mes félicitations. Et par conséquent, nous allons vous attribuer votre cadeau, le prix, un peu pesant, mais enfin voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette initiative ludique à laquelle j'ai participé avec beaucoup de plaisir. Je suis très honoré d'avoir fait la connaissance en personne de Monsieur Vinocq, et je remercie l'agglomération ainsi que les librairies Labbé pour ce très beau cadeau, ces très beaux cadeaux. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, moi je ne fais que vous entendre parce qu'on a beaucoup de lumière et on vous voit très peu. Donc je disais que de la dictée à Jeanne d'Arc, on nage en pleine Troisième République. Là, c'est un petit côté, un petit dimanche matin, non pas à la messe, mais dans le 19e siècle français. Bon, alors, trêve de plaisanterie, c'est un débat aujourd'hui qui est organisé en partenariat avec le hors-série du Monde. Vous savez que chaque année, le Monde vous concocte un petit hors-série à l'occasion des rencontres d'histoire de Blois. Donc cette année, il s'intitule, alors on a eu voilà, quelques gouttelettes, Les querelles de l'histoire. C'est donc un numéro avec, vous voyez sur la couverture, le choix de mettre Jeanne d'Arc. Alors moi, j'ai intitulé ce débat de manière un peu énigmatique, Sommes-nous les enfants de Jeanne d'Arc, avec un brin de provocation évidemment pour une pucelle, c'est un peu paradoxal, mais si vous avez feuilleté ce hors-série, vous voyez qu'en effet, quand il s'agit de parler des querelles de la France, eh ben, on commence par Jeanne d'Arc et on a même plusieurs entrées sur le personnage. Alors sans doute, évidemment, parce que quand il s'agit de parler de l'histoire nationale, Jeanne d'Arc, évidemment, est un symbole de la résistance, comme vous le savez, du sentiment national revivifié. Elle incarne
cette victoire, ce retournement, ce salut inespéré et glorieux de la France. Et puis elle vient maintenant, c'est intéressant, au XXIe siècle, à travers cette couverture, personnifier les querelles mêmes de l'histoire française, c'est-à-dire toute cette difficulté de la France à se réconcilier sur son histoire. Vous savez bien, et on va en reparler pendant ce débat, que Jeanne d'Arc a été réclamée par un camp, puis par un autre, qu'elle a été revendiquée par les Républicains, par la France catholique, par Vichy, par la Résistance. Et donc, elle est maintenant la silhouette qui incarne ces grandes divisions françaises. Et encore récemment, à l'occasion de la parution de l'histoire mondiale de la France, Yann Potin, qui est à mes côtés et qui a fait une entrée en rapport avec Jeanne d'Arc, on en reparlera tout à l'heure, a agacé plus d'un de ses collègues par cette entrée, donc 1420, si mes souvenirs sont bons. Alors avant d'y venir, je voudrais qu'on essaye de déplier un raisonnement sur Jeanne d'Arc, parce qu'après tout, on peut commencer par prendre les choses vraiment à la racine et au sérieux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en se demandant d'abord qui fut Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, en vérité, c'est le titre d'un des livres de Gerd Krumeich qui est à mes côtés. Quelle est la véritable place en fait de Jeanne d'Arc dans l'histoire de France? Ce qui nous amènerait à une deuxième question qui serait: quelle place pour Jeanne d'Arc dans une histoire de France en 2017? Et alors, ça tombe bien, on a le livre que Claude Govard vient de publier en quadrige, donc aux éditions des PUF, Une histoire de France, qui est en fait, vous avez peut-être vu cette collection qui s'appelle Histoire personnelle de la France, voilà, qui a commencé en petits volumes comme ça, et Claude Govard s'est chargé de l'ensemble de l'ouvrage, et elle-même, elle avait écrit sur le temps des Capétiens, c'était le temps des Valois, et là vous avez rajouté le temps des Capétiens, voilà. Si mes informations sont bonnes. Et nous sommes donc, voilà, c'est donc à cette deuxième question que je voudrais qu'on arrive, ce qui nous mènera évidemment donc à nouveau aux querelles françaises. Est-ce qu'on peut écrire une histoire nationale qui ne soit pas une histoire héroïque? Quelle est la place des grands hommes dans l'histoire de France? Est-ce que c'est intéressant ou inapproprié d'essayer de les effacer pour voir apparaître autre chose? Alors Claude Govard, donc je vous la présente, mais vous la connaissez sans doute, c'est une de nos grandes médiévistes, comme on dit. Elle est professeure émérite d'histoire au Moyen-Âge à la Sorbonne, elle était professeure à la Sorbonne, elle a formé beaucoup de monde, dont Yann Potin qui est à mes côtés. Elle a évidemment signé de nombreux ouvrages, je rappellerai juste le Dictionnaire du Moyen-Âge ou La France au Moyen-Âge, avant donc cette histoire de France qui vient de sortir. Donc à mes côtés, aux côtés de Claude Govard et donc à ma droite, Yann Potin, qui est archiviste de formation et qui a été l'un des maîtres d'ouvrage aux côtés de Patrick Boucheron de l'histoire mondiale de la France, qui a fait l'entrée donc en rapport avec Jeanne d'Arc, une entrée sur Alésia et une troisième, mais je ne me souviens plus. Sur Saint-Louis, et voilà, donc plutôt les monstres. Plutôt les monstres de l'histoire de France. Et puis, donc à ma gauche, Gerd Krumeich, qui donne une interview dans le numéro hors-série du Monde, qui est un historien allemand reconnu pour ses travaux sur 14-18. Il est le vice-président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Voilà, c'est un peu long, mais c'est ça. Grand spécialiste de 14-18, qui en est venu à travailler sur Jeanne d'Arc. Peut-être qu'il aura l'occasion de nous dire pourquoi. En tout cas, il l'explique dans le hors-série. Et qui a écrit un livre qui a fait date en 93, quand il est paru en France, qui s'intitulait Jeanne d'Arc à travers l'histoire. Et qui, alors ça, c'est la collection 93, puisque Yann Potin l'a acheté quand il était étudiant. Et moi, j'ai le nouveau qui est republié chez Belin, Jeanne d'Arc à travers l'histoire de France, avec une préface de Pierre Nora et un chapitre conclusif ajouté à l'occasion de cette nouvelle parution. Alors, commençons tout de suite, et j'ai envie de dire très simplement, Claude Govard, avec votre chapitre sur Jeanne d'Arc dans l'histoire de France. Vous commencez par dire, en fait, Jeanne d'Arc, pour bien la comprendre, il faut saisir qu'elle est une fille de son temps, c'est une fille de son époque. Oui, c'est une fille de son époque, une fille toute simple. Elle naît probablement en janvier 1412, on n'a aucun acte de naissance, à un moment où, si vous voulez, la France est déchirée dans une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Je crois que c'est très important que nous ayons ça à l'esprit, en tout cas pour le lieu où elle vit, Don Rémy, sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc, début du XVe siècle, sa trajectoire, vous le savez, est courte. Elle a conduit jusqu'en 1431, donc elle est vraiment très courte. Et son origine sociale, il ne faut pas se focaliser sur la bergère idyllique représentée sur les assiettes ou même transcrite
d'une certaine façon, par Michelet, on y reviendra là aussi, c'est une fille de laboureur aisé. Il n'est même pas sûr, malgré les témoignages du procès en nullité, qu'elle ait vraiment gardé les moutons. Elle a appris un certain nombre de choses, comme toutes les jeunes filles de son âge dans ces milieux de laboureurs aisés, c'est-à-dire que sa mère lui a appris le pater et laver, ce qui est tout à fait logique, car c'est ça le mode d'éducation, souvent familial, surtout pour les filles, même si les garçons laboureurs vont parfois dans les écoles, quand il y en a, des écoles de village. Elle est insérée dans une paroisse, et le curé a un rôle très important, puisque tous les dimanches, il récite la prière du prône en langue vulgaire, et elle la connaît parfaitement. Et ce que nous avons pris parfois à tort pour des formes presque savantes du sentiment religieux, c'est faux, là aussi. Ce sont des retombées dans son oreille de la prière du prône, et en particulier sur l'état de grâce. Elle récite en disant pratiquement ce qui est récité à la prière, si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m'y mette. Voilà, grosso modo. Donc, il y a là un substrat tout à fait ordinaire d'une éducation religieuse bien encadrée par la paroisse qui, contrairement à ce qu'a écrit Francis Rapp, là je ne suis pas tout à fait d'accord, n'est pas un lieu rassis. Les études les plus récentes montrent que la paroisse est un lieu vivant et que les curés ont un rôle très important, qui ne sont pas si mal formés que ça, même si parfois, effectivement, ils ont des concubines. Bon. Donc, en plus de ce curé, il y a les prédicateurs de passage sur cette route de passage qui est celle de la Meuse, puisque Domrémy, vous le savez, est juste à la frontière du royaume, et elle écoute des prédicateurs. Alors, est-ce qu'elle est entrée par là dans le tiers-ordre franciscain? Ça, c'est un débat qui me semble totalement vain. On a dit la même chose pour Saint-Louis. Hein. Bon, c'est totalement vain. Il y a une influence des ordres mendiants très importante, et elle l'a subie. Elle va en pèlerinage, à proximité, dans la petite église qui est à proximité, et les pèlerinages de proximité sont, j'allais dire, aussi importants que celui qu'a probablement fait sa mère, Isabelle Romé, qui est peut-être allée à Rome, d'où son surnom. Mais bon, ça on ne le sait pas. Il y a, si vous voulez, une vie religieuse, un approfondissement du sentiment religieux au début du XVe siècle, qui est beaucoup plus important qu'on a bien voulu le dire. Mais il y a quelque chose chez Jeanne d'Arc qu'il faut ajouter, et qui me semble là aussi très important, c'est le lieu où elle est née, la frontière. La frontière, et qui est, depuis le milieu du XIVe siècle, un enjeu entre le duc de Lorraine et le roi de France. Le duc de Lorraine est bourguignon, grosso modo, hein, je fais des raccourcis très rapides, et il y a des incursions des troupes du duc de Lorraine constamment dans cette région du côté de Neufchâteau. On met à terre, les hommes du duc de Lorraine mettent à terre les panonceux fleur-d'Élysée du roi de France et crient « Le roi brûle !»« Le roi est folle !» C'est Charles VI. Des injures, hein, qui sont immédiatement reprises, et on a des procès au Parlement, hein, qui sont en dehors du procès de Jeanne d'Arc, qui n'ont rien à voir, mais qui nous montrent, si vous voulez, qu'il y a un sentiment exacerbé autour des symboles royaux, parce que nous sommes dans des régions frontalières. Et comme elle a séjourné un temps à Neufchâteau, justement, parce que Domrémy était menacée, c'est quelque chose qui doit être, si vous voulez, ancré, hein, dans ces populations frontalières. Donc un personnage à la fois, si vous voulez, normal, mais qui va très vite transgresser la frontière en quittant le lieu dans lequel elle est et en écoutant ces voix qui l'appellent vers d'autres lieux où elle a à défendre le royaume de France, parce que c'est grand pitié du royaume de France. Alors Claude Govard, quand on vous entend et qu'on est aussi ignorante que moi sur l'histoire de Jeanne d'Arc, à vrai dire, on est fasciné. C'est comme quand on vous lit ou quand on lit les livres de Gerd Krumeich, on est fasciné par tout ce qu'on sait sur Jeanne d'Arc en vérité, alors que oui. Elle est toujours pour nous dans une frontière avec la légende. Alors je voudrais poser la question à celui dont c'est le métier, les sources, l'archiviste Yann Potin, sur ce qu'on possède en fait sur Jeanne d'Arc, parce que comment
c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas historien de se dire il y a tellement de choses qu'elle trimballe qui sont des mensonges, alors même qu'on a l'impression qu'on la connaît très bien, au point de faire presque une petite bibliographie sociale, en tout cas une petite silhouette sociale assez facile. Enfin, facile, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ce que Claude Govard vient de nous dire, mais les historiens y arrivent maintenant. Oui, en effet, et pour une raison très simple, c'est que même on peut considérer que c'est dans sa classe sociale, en tout cas certainement une des personnes les mieux documentées du XVe siècle, très largement pour le domaine français, précisément à cause de cet événement documentaire qu'ont été, enfin un événement juridique d'abord et judiciaire, les 2 procès à 20 ans d'intervalle, enfin 25 ans d'intervalle, le procès évidemment en condamnation et le procès en réhabilitation, qui ont été transmis de manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un peu particulière, qui ont été à la base de la résurrection de Jeanne d'Arc au XIXe siècle, puisqu'il faut bien quand même admettre que la royauté française avait un rapport quand même compliqué à Jeanne d'Arc après Charles VII. Mais justement, là, pour compléter aussi le tableau de l'actualité historiographique et bibliographique, et je le dis d'autant plus qu'il se trouve juste en face de moi, un livre vient de sortir de Franck Collard qui s'appelle La Passion Jeanne d'Arc aux Presses universitaires de France, là, ces jours-ci ou presque, et précisément qui porte sur ces questions d'histoire et de mémoire de Jeanne d'Arc française. Mais je reviens à votre question. Juste un petit mot, parce que j'ai lu le livre de Franck Collard, je le conseille aux gens qui ne connaissent pas bien Jeanne d'Arc, parce qu'il est très bien fait, et toute une partie d'abord historique qui nous permet de bien saisir ensuite ce que fut la suite, c'est-à-dire l'historiographie de Jeanne d'Arc. Voilà. Alors pour revenir à ces sources, en effet, ces 2 procès, comme dans tous les procès, surtout à un moment où précisément la procédure pénale commence véritablement à devenir extrêmement élaborée, suppose une enquête, donc des témoins, et en fait tout ce que vient de dire Claude procède aussi de ce travail des juges qui, pour l'historien, ensuite devient un témoignage exceptionnel, puisque par définition, on ne va pas interroger nécessairement des laboureurs du coin de Don Rémy. Or, ça a été fait. Ça a été fait notamment pour la réhabilitation, même si évidemment il y a 30 ans déjà qui séparent. Donc c'est d'autant plus intéressant que c'est une personne qui est doublement documentée par son sacrifice en quelque sorte, mais aussi, et je suis très attaché à cette source dont on parlait tout à l'heure, et d'autant plus attaché qu'elle est conservée aux Archives nationales, alors que les procès de Jeanne d'Arc, paradoxalement, sont conservés un petit peu, les différentes copies dans différents endroits, y compris en Angleterre, à Londres, mais aussi à la Bibliothèque nationale, parce qu'en fait, le recueil du procès est devenu un manuscrit littéraire, et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que les éditeurs au 19e l'ont saisi, puisque ça raconte une histoire avant tout. Mais l'autre source, je dirais, non pas cette fois-ci de la Jeanne d'Arc biographique, mais de la Jeanne d'Arc médiatique, mais médiatique en 1429, quand elle surgit dans l'histoire comme justement cette prophétesse potentielle sauvant la France, c'est dans les marges d'un registre du Parlement de Paris, donc conservé aux Archives nationales, tout à fait contemporain de son épopée, et c'est un dessin qu'on pourrait qualifier de caricature, et qui est alors là absolument unique. Donc rien que par l'existence de cette caricature ultra contemporaine de la courte vie de Jeanne d'Arc, d'abord, elle surgit pas simplement comme une personne réelle, mais aussi immédiatement comme une personne légendaire. Puisque si on pouvait la voir, vous tapez Jeanne d'Arc, Parlement de Paris ou registre, elle apparaît tout de suite sur Internet, vous la reconnaissez immédiatement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le code iconographique qu'on retrouve sur toutes les couvertures et tous les tableaux du 19e ou sur le Monde, le hors-série du Monde, il est déjà là. C'est-à-dire une femme qui transgresse les frontières à tous les niveaux, et d'abord les frontières entre les hommes et les femmes. Donc c'est une femme. Les frontières de genre, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Alors de dire qu'elle est transgenre, ce serait quand même un petit peu particulier, mais il faut quand même bien admettre que il y a un côté queer chez Jeanne d'Arc, et je le dis par définition, puisqu'elle fait ce qu'elle ne devrait pas faire. Mais c'est ça qui lui donne sa force. Bref, elle a justement son drapeau, son fanion de guerre. Vous la reconnaissez immédiatement. Or, d'abord, c'est rare en soi qu'un notaire du Parlement de Paris
c'est Clément de Fauconberg en l'occurrence, il note plein de choses dans l'actualité, vous voyez, comme dans les... il s'ennuie un peu, et dans les marges de son registre, il note des rumeurs, ou pas des rumeurs, mais disons l'actualité, hein, c'est clair. Et pour Jeanne d'Arc, justement, c'est pas simplement un nom, c'est une image. Et tout de suite, en 1429, et là, de ce point de vue-là, personne n'a le droit à ça. Enfin, je parle sous le contrôle des 15e dans la salle. Équivalent. Donc, de ce point de vue-là, tant pour les sources, je dirais, quantitatives, le procès, que pour les sources qualitatives, ou disons, sur les représentations, Jeanne d'Arc est extrêmement documentée. Et, comme je le disais en commençant, peut-être plus que n'importe quel autre homme ou femme du 15e siècle. Alors, Gerd Krummai, je me retourne vers vous. Donc, vous avez beaucoup travaillé, vous, sur ce qu'on appelle la post-histoire de Jeanne d'Arc. Vous avez commencé par la post-histoire de Jeanne d'Arc. Alors, justement, moi, en me documentant pour ce débat, je me suis aperçue, en lisant Franck Collard, que Jeanne d'Arc devient un mythe, c'est ce que vient de nous dire à l'instant Yann Potin, au moment même où elle existe. C'est-à-dire qu'on a une superposition du personnage historique et du personnage mythique qui rendent ce personnage très difficile finalement à saisir. Ouais. Le mythe commence quand on dit qu'elle est vraisemblablement née en janvier 1412. Parce que personne n'en sait rien. On aimerait tant. Et même n'en savait rien, absolument. J'ai 17 ans ou environ. Ou environ. C'est toujours cette formule, ou environ. Personne ne le sait. Mais en 2012, on avait tant le désir de fêter ses 600 ans que même Sarkozy était là, il était disponible ce 6 janvier. Et tous les grands historiens de France et ailleurs ont concouru pour prouver que c'est sans doute le 6 janvier. Ils avaient eu une bonne source pour se dire, c'était une chronique qui est apparue dès mai 1429, quand elle était en plein agissement devant Orléans, et que dans l'Europe entière, les témoins ont accouru sur place. Les Italiens, les Allemands, les Belges, j'aurais dit. Donc, un peu partout, ça a son existence a dès le départ créé scandale. Il faut le dire. Bon, on ne sait rien. On dit environ 14-12, mais laissons tomber ce janvier, parce que c'est déjà, on tombe dans le plein mythe. Ce 6 janvier, quand les astres au ciel ont virevolté pour saluer la venue de Jeanne d'Arc. Et la venue aussi du Christ, puisque en fait... Dans le micro. Oui, ce qui est fascinant dans cette, dans cette logique grégaire de la mémoire sacrée, de la mémoire historique, c'est qu'évidemment la date, comme par hasard, se polarise avec l'épiphanie, qui annonce la venue. Mais quand on parle du mythe, retenons tout d'abord ce que vous venez de dire, et à juste titre. Il n'y a personne dans ce Moyen-Âge, sauf erreur de ma part, c'est vous la grande spécialiste de tout le Moyen-Âge, mais je ne vois personne qui soit aussi bien documenté que Jeanne d'Arc. Et quand les mécréants de nos jours me posent la question ordinaire tous les jours, A, a-t-elle été femme? B, a-t-elle vraiment existé? Je dis, si pour ton existence à toi, il y avait autant de preuves que pour son existence, tu pourrais être très content, chacun parmi vous et nous. Le problème est vraiment là. L'extraordinaire de cette personnalité, à mon avis, c'est tout d'abord qu'elle soit aussi amplement documentée. Mais alors, Gerd Krummai... Est-ce qu'elle a été vierge, pucelle? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a été femme? Oui, bien sûr. Ses ennemis sont venus l'examiner. Les bonnes femmes sont venues de Londres et d'ailleurs. On a encore les comptes de leur trajet. Hein? Donc, ils se sont fait payer le voyage pour inspecter la pucelle. Mais d'où vient sa part de mystère, alors, si on est si bien documentée? C'est très curieux. D'abord, c'est une fille du peuple, laboureur, la femme aisée, vous le dites. L'extraordinaire n'est pas tant dans ce qu'elle était femme ou fille. On avait un peu attendu. Colette Bonne a si bien décrit dans sa merveilleuse Jeanne d'Arc
que depuis 14-12, il y avait à l'entrée de la Sorbonne une petite affiche que toutes les jeunes filles qui pensent être vouées à sauver la France viennent se présenter à l'accueil. Ça existait. C'était vraiment dans l'air, ça. Et cette histoire de Merlin, vieille de 400 ans, elle était dans toutes les bouches, si j'ose dire. Une fille viendra des forêts. Une jeune fille. Bon, elle est venue des forêts. Et donc, il y avait quelque chose de très extraordinaire qu'elle se fasse entendre, que Baudricourt l'entende. Il a fait attendre, bien sûr, dans sa petite chemise rouge. C'était son habit de noces qu'elle avait pris. Je vous dis ça, c'est une excellente découverte. Depuis l'époque, depuis le procès, on parle de cette misérable chemise, petite chemise rouge dans laquelle elle s'est présentée. Et moi-même, dans ma première Jeanne d'Arc, j'ai répété ce mythe. Françoise Michaud, dans un retentissant article, a trouvé récemment que c'est absolument absurde, parce que le rouge, à l'époque, est une couleur de très grande valeur. Et évidemment, elle avait son costume de noces, parce qu'elle avait été promise en noces à un certain qu'on ne connaît pas. Elle a, en dernier moment, refusé. Et elle a subi même un procès pour rupture de contrat. Elle a voulu. Mais elle avait son petit costume. À sa belle robe, elle est venue devant Baudricourt. Et puis, les grands seigneurs ont dit que c'est une misérable petite chemise, et tout le monde dit ça depuis 600 ans. Misérable petite chemise. Non, non, non. Elle était si bien habillée, mais quand même, elle a attendu plus d'une semaine, et on l'a fait renvoyer. Donc, on n'était pas à l'aise avec elle. C'était possible, mais on n'était pas à l'aise. C'était possible surtout par un fait qu'il ne faut pas oublier. À l'époque, tout un chacun est convaincu que Dieu agit et tous les jours. Et bien sûr, il peut couper la chaîne à grand renfort de roseaux. Voilà, donc ce mythe, j'allais dire, depuis le départ, il se balance entre ce qui est vraisemblable, ce qui est possible et ce qui est politiquement incorrect. Jeanne d'Arc, elle est politiquement parfaitement incorrecte. Aucune correction. Elle contredit les prêtres et prétend avoir une relation, elle, avec Dieu sans avoir besoin de prêtres. Ça, c'est pas correct. Non, je dis, elle dit, Bernard Shaw l'a si bien dit dans sa St. John de 1924, elle est la première protestante, elle dit le grand « je ». Moi, je suis un individu qui reçoit le Christ, qui est avec lui. Je n'ai pas besoin de... Je veux bien obéir l'Église quand elle est d'accord avec ce que je pense. C'est ce qu'elle dit. Alors là, elle est tout de suite un scandale. Elle serait un scandale encore de nos jours. Elle reste scandale. Mais l'énigmatique, pour moi, c'est ce mélange parfait entre ce qui est naturel à l'époque avec elle et ce qui est extraordinaire à l'époque déjà. Oui, on rejoint la discussion qu'on avait pour commencer cette première partie de débat. Je voudrais qu'on avance un petit peu, Claude Govard, et qu'on se pose une question peut-être un peu absurde, mais après tout, pourquoi pas, puisque en ce moment c'est la mode de l'histoire contrefactuelle. Si Jeanne d'Arc n'avait pas existé, Claude Govard, est-ce que maintenant, parce qu'elle est devenue tellement elle symbolise tellement le destin de la France, si Jeanne d'Arc n'avait pas existé, est-ce que les choses auraient beaucoup changé pour cette nation qu'on appelle la France? Là, je pense que oui. Oui, vraiment. Les choses auraient changé, c'est-à-dire qu'on aurait appliqué le traité de Troyes de 1420, qui finalement donne la double monarchie. Hein, ce n'est pas une monarchie anglaise imposée à la France, c'est une double monarchie, mais qui
est quand même, comment dire, chapeauté par le roi d'Angleterre. Hein. Donc, nos amis anglais parleraient français, dans la partie administrative au moins. Alors, je dirais que c'est une grosse tendance de la guerre de 100 ans. Il ne faut pas oublier que le traité de Brétigny, en 1360, qui clôt les premiers désastres, dont Poitiers, de 1356, donc le traité de Brétigny de 1360, donne aux Anglais toute la face maritime du pays, du royaume de France, depuis Calais jusqu'à Bayonne, avec une grosse avancée vers le Massif central, et que, si vous voulez, c'est un rêve qui a été quand même préparé aussi par des élites françaises. Hein, les élites françaises, une partie des conseillers du roi sont favorables à cette solution. Donc, après, il y a l'épisode Charles V et du Guesclin, un autre sauveur, hein, qui reprend petit à petit les possessions anglaises, sauf évidemment la Guyenne, et puis là-haut, l'entourage de Calais. Donc, il y a des phases, et 1420, c'en est une, qui aurait pu marcher. Il y a une admiration des élites anglaises pour la France, parce qu'il y a aussi un rapport de force démographique, hein, que Yann montre très bien dans son étude du traité de Troyes. 6 millions d'un côté, 15 millions de l'autre, du point de vue des habitants. Et entendez, 15 millions dans les frontières du royaume. Mais si vous prenez la France actuelle, c'est 18 millions. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un déséquilibre, hein, entre les deux pays. Et une fascination. N'oublions pas que le duc de Bedford, justement, s'empare des manuscrits, enfin, fait faire des manuscrits, hein, et il s'en empare ensuite. Hein, et que de très beaux manuscrits français sont à la British Library. Donc voilà, je pense qu'elle a quand même changé quelque chose, et qu'on en reparlera avec les grands hommes. Le moment était venu de savoir ce qu'on allait faire. Le verrou d'Orléans, ce n'est pas une petite anecdote. C'est effectivement, la prise d'Orléans, ça faisait basculer vers le Berry qui appartenait au prince apanagé, qui était au duc de Berry, qui avait été transmis donc au futur Charles VII. Moi, je dis toujours futur Charles VII tant qu'il n'est pas sacré. Hein, selon les médiévistes, hein, selon les médiévaux, devrais-je dire, pas les médiévistes, les médiévaux, dans leur croyance au sacre. Voilà. Bon, alors moi je suis là pour faire un peu de provocation, mais si je vous ai bien compris, Claude Guevard, et je donne la parole à Yann Potin, parce que ça rejoint son entrée sur le traité de Troyes dans l'histoire mondiale de la France, mais en fait, si Jeanne d'Arc n'avait pas pris les armes, on aurait peut-être gagné au change, l'Angleterre serait française. Alors pour non pas tout à fait vous répondre, mais expliquer aussi pourquoi ça a été pour expliquer le choix dans l'histoire mondiale de parler du traité de Troyes ou parler de Jeanne d'Arc à travers le filtre du traité de Troyes, qui est beaucoup plus qu'un filtre, qui est un voilà. En fait, c'est presque la question inverse. C'est là, vous avez posé la question à Claude. C'était si Jeanne d'Arc n'avait pas existé, que serait devenue la France anglaise, en gros, ou l'Angleterre française. On peut aussi poser les choses différemment. C'est si le traité de Troyes n'avait pas eu lieu, Jeanne d'Arc aurait-elle existé? C'est ça la problématique que je me suis fixée dans ce petit texte qui n'a pas de prétention sinon de synthétiser l'historiographie la plus récente, notamment un magnifique article très documenté de Jean-Marie Meuglin dans la revue historique, paru je crois il y a 1 ou 2 ans, qui fait le point sur ce traité de Troyes qui, je me permets d'en parler 30 secondes, parce que de fait, il est à la fois fondamental et ce n'est pas la star de la chronologie de l'histoire de France, et pour des raisons assez évidentes, puisque périodiquement, et notamment au XXe siècle, ça a été considéré comme un des grands moments possibles de fin de la France. Et y compris en 1940, puisque, et c'est assez fascinant, et d'ailleurs c'était un de mes points de départ, précisément face à l'effondrement, face au blitzkrieg nazi, l'union de la France et de l'Angleterre est quelques jours conçue par
Monet, Reynaud et même, alors évidemment De Gaulle va plutôt trouver ça assez défavorable, mais on a rêvé à l'ambassade de France à Londres de ressortir en quelque sorte le traité de Troyes d'un tiroir. D'ailleurs, un médiéviste, Jean Depange, avait fait une conférence en janvier 40 à l'ambassade de France à Londres sur l'histoire du traité de Troyes. Tout à fait fascinant, publié, entre parenthèses, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, ce traité de Troyes, c'est quand même aussi un monstre historiographique. Et quand je dis monstre, c'est non pas pour faire du talamas, c'est plutôt pour dire quelque chose qu'on monte du doigt parce qu'il est étrange, il est immaîtrisable. Pourquoi ? Parce que dans ce traité de Troyes, il devient étrange, et notamment parce qu'il est comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire à la fois un phénomène structurel et structural, ce que Gerd Krummreich a rappelé, c'est-à-dire Jeanne a doublement existé, d'abord parce qu'elle devait exister par toutes ces prophétesses potentielles qui tapaient à la porte de toutes les églises en temps de guerre, mais aussi, et quelque part, le traité de Troyes, c'est la même chose. C'est le précipité du rêve d'une paix perpétuelle, je crois que c'est comme ça que je sous-titrais l'article, qui en fait parcourt et Nicolas Offenstadt l'a étudié à travers sa thèse, toute la guerre de 100 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'histoire de la guerre si on ne fait pas l'histoire du rêve de paix. Or, c'est exactement ça le traité de Troyes, c'est tout d'un coup, on va imaginer l'impossible, c'est-à-dire que face à un mauvais dauphin qui est quand même coupable de lèse-majesté puisqu'il a tué son cousin, Charles, eh bien, il y a un autre cousin, je simplifie, qu'on va adopter, ce qui provoque d'ailleurs encore une transgression de frontières, puisque Charles VI adopte Henri V. Attendez, je termine. Et le mari a sa propre fille Catherine, ce qui, en soi, là aussi, est à la frontière de l'inceste juridique. Vous me l'accorderez, c'est comme les pharaons. Hein, bon. Or, grâce à cette adoption, qui est une pratique totalement unique et qui n'est pas du tout, là, pour le coup, dans les mœurs, eh bien, on pense pouvoir tout régler et unir deux couronnes, comme, et ça, je le rappelle aussi, il faut le rappeler, comme c'est le cas au même moment où ça va être le cas en Castille et en Aragon. Hein, on parle suffisamment aujourd'hui de ce qui fait ou non l'unité de l'Espagne, c'est d'abord des associations de couronnes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut le prendre, c'est-à-dire non pas évidemment la fin de la France, le traité de Troyes, mais une autre histoire possible, tout à fait européenne, où, de la même façon qu'on parle de royaume de France et de Navarre, on aurait pu parler de royaume de France et d'Angleterre. Voilà. Pour résumer ça, il y a une belle phrase chez Michelet, et quand il dit que Jeanne était admirable parce qu'elle était si naturelle. Et quand il dit qu'elle était si naturelle, il veut dire quoi ? C'est elle qui n'avait pas qu'un bon naturel, mais elle était naturelle et cadrée avec le moment où elle vivait. Il y avait un grand murmure contre le traité de Troyes, contre les Anglais présents en France. Il faut que les Anglais partent. C'est un murmure qu'on entend tous les jours dans toutes les boîtes et les autorités s'en inquiètent. On a les comptes rendus de procès contre des gens qui ont murmuré que les Anglais, c'est vraiment pas plus utile en France. Et donc, tout ce que nous appelons de nos jours le proto-nationalisme, il est là à ce moment. Depuis, je sais pas, depuis 50 ans, avant Jeanne d'Arc, ça existe. Mais c'est elle qui en fait qui consomme les tendances. Hegel l'a dit, Michelet l'a aussi dit, c'est là la qualité du génie. Parce qu'il réunit dans une personne les qualités de son époque. Il ne vient pas de n'importe où. Il n'est pas un seul miracle. Ce n'est pas ça. Il ne vient pas d'un autre monde, des astres. Non, il est né parmi nous dans une problématique qui est la nôtre et que tout le monde comprend. Et qui donne voix à un grand murmure. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qui inquiète tant ces inquisiteurs. Qui est-ce qui vous a appris ça? Qui est-ce qui vous a appris ça? C'est toujours la question. Non, c'est elle qui a eu ça par ses voix. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'apporterai quand même une nuance, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que le murmure qui vient du peuple est univoque. Il y a aussi, dans le peuple, des gens qui pensent que, finalement, les Bourguignons, c'est pas si mal, que le roi de France, qui
qui veut s'imposer, à savoir Charles VII, est effectivement un criminel en ce sens qu'il a quand même tué à Montereau. Et donc, Jean sans peur, donc le duc de Bourgogne, il n'y a pas, si vous voulez, quand même un seul peuple qui va se lever derrière Jeanne d'Arc. C'est plus complexe que cela. Et même au moment du procès en nullité, j'ai mis la main sur un petit texte que ne connaissait pas Quicherat, je suis assez contente, où on traite Jeanne d'Arc de putain. On est en 1452, et là, on a quand même, vous voyez, dans les voix du peuple, des gens qui sont quand même, vis-à-vis d'elle, critiques. Alors, c'était probablement leur intérêt, mais je ne sais pas si c'était même une question d'intérêt. Alors donc, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure que c'est une fille du peuple, mais le peuple n'est pas univoque. Voilà. Non, notamment, on peut dire qu'il y a un bel exemple de population qui est tout à fait anti-Jeanne d'Arc dans les années 1429. Ce sont les Parisiens. Il n'y a pas plus anti-Jeanne d'Arc que les Parisiens. Donc, puisque précisément, ils ont fait le choix, et les Parisiens, là, au sens, les bouchers de Paris, les forts des Halles, etc. Parce que, précisément, enfin, pour plein de raisons, mais parce que, économiquement, l'Alliance bourguignonne, etc., il y a énormément de choses qui fait que, là, elle joue les troubles faits par rapport à quelque chose qui était aussi dans le traité de Troyes, en quelque sorte, que le traité de Troyes matérialisait. Donc, c'est d'autant plus compliqué qu'à la fois elle surgit comme la figure du peuple dans l'histoire. C'est pour ça que Michelet, après Quicherat, ou avec Quicherat, parce que Jules Quicherat, il ne faut pas oublier que c'est un chartiste, mais républicain, et qui le restera jusqu'à sa mort. Il est l'exécuteur testamentaire de Michelet. Il forme une sorte de paire rouge ou bleu-blanc-rouge avec Michelet. L'un édite la source, l'autre raconte l'histoire. Effectivement, pour ces deux-là, Jeanne d'Arc, c'est l'entrée du peuple dans l'histoire. Mais sur le moment, c'est un peuple qui se divise sur Jeanne d'Arc. Oui. Et ça, c'est quand même intéressant. Oui, mais alors, si vous voulez, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est l'entrée du peuple dans l'histoire, mais vous voyez, on est au milieu du 19e siècle. Là, au moment où elle vit, les élites ont peur du peuple. Le murmure, comme le mot essentiel, c'est le murmure, la rumeur, rumor. Eh bien, les élites urbaines en ont une peur bleue. Et le greffier du Parlement, quand il fait le petit portrait que vous avez évoqué, est profondément bourguignon, lui, hein, parce qu'il a peur du peuple. Et il a peur du peuple. Voilà. Exactement. De même que, et la deuxième petite caricature, justement, c'est au moment des maillotins, vous voyez, que vous avez dans la marge du Parlement de Paris. Donc, ce sont des gens qui ont peur du peuple. Et qu'elle soit du peuple, c'est à la fois fascinant pour eux parce qu'elle est prophétesse, mais c'est ambivalent parce qu'on pourrait la considérer aussi comme une sorcière. Donc, quelque part, il faut se méfier d'elle. Il faut se méfier d'un mythe du peuple. Parce que Michelet, il succombe parfaitement au mythe du peuple qui est bon. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas cette unicité qu'on a admirée au temps romantique d'un peuple qui se soulève en même temps et qui va à la Bastille et personne ne sait comment on y est arrivé, mais on y est tous ensemble au même moment. C'est le grand fait de Michelet et les autres historiens de gauche au XIXe siècle. Cette admiration d'un peuple déifié et unicité de ce peuple n'a pas existé. Quand même, cette rumeur dont vous parlez, elle était grande. Quand Jeanne combat devant Orléans, ce n'est pas depuis usage que les femmes, les enfants accourent pour porter les armes, que les citoyens ne font pas qu'observer toutes les destructions qu'apporteront les grands, mais qui se mettent là, corps et âme. Et quand Jeanne d'Arc écrit aux braves bourgeois de Chinon et autres villes qu'elle a bien besoin d'armes et d'argent pour procurer des armes, on lui envoie ça. Tout ça, ça n'a pas existé avant. Et ça fait voir la profondeur de ce ressentiment nationaliste déjà. Il faut que l'anglais parte. Et donc, les élites qui sont franco-anglaises, évidemment, ils ne veulent pas tolérer cela.
toute leur existence des Sorbonnicoles de l'époque en dépend de cette unicité oui. du traité de Troyes, j'aurais dit. Oui, je pense que le peuple, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle a fait, au fond? C'est pas un chef de guerre extraordinaire, c'est même plutôt l'inverse. S'il n'y avait pas eu Dunois, je pense que... Bon. Et les capitaines de Charles VII, qui, eux, sont des vrais militaires. C'est pas un chef de guerre, mais c'est quelqu'un qui galvanise la foule. Elle a un charisme extraordinaire. Quand sur la route du Sacre, il y avait des villes hostiles, vendues, si l'on peut dire, par leurs élites aux Bourguignons. On prend l'exemple de Troyes. Tout le monde pensait que ça serait très difficile de prendre la ville de Troyes. Mais non, ça n'a pas été difficile. On voyait voler des papillons blancs autour de son étendard. C'est pas moi qui... Je le répète, le témoignage. Hein, et d'un seul coup, effectivement, hop, la ville se soumet et laisse passer Jeanne d'Arc et ses troupes pour aller jusqu'à Reims. C'était pas gagné d'avance. Donc, quelque part, il y a des retournements. Et alors ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et le deuxième point, alors d'un point de vue historiographique, alors chapeau à Michelet quand même, parce que, vous savez, écrire la France, l'histoire de la France d'en bas, je l'ai vu à travers mes criminels, cette France ordinaire du Moyen-Âge, c'est très difficile. C'est très difficile de faire comprendre aux collègues que c'est une vraie histoire et que ces gens-là sont aussi, non pas vils et grossiers, comme le décrivaient encore, comme le décrivent les chroniqueurs et comme le reprend par exemple Siméon Luce, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'admiration dans son livre sur la jacquerie. Ce sont des gens qui ont un code de vie, un code fondé sur l'honneur, aussi bien que les aristocrates. Donc, si vous voulez, il y a une France d'en bas que Michelet a soulevée, qui met énormément de temps, historiographiquement parlant, pour être reconnue. Et quand vous parlez de la France d'en bas au Moyen-Âge, je peux vous dire que vous n'êtes pas toujours écouté, parce que c'est beaucoup plus facile de parler des universitaires, des élites, de la noblesse, des châteaux, etc. Alors, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire sur Jeanne d'Arc et sur la façon dont, à l'époque, il y a à la fois ces murmures qui sont évidents, ce qu'elle vient incarner, ce proto-nationalisme qu'elle vient incarner, mais aussi ces élites franco-anglaises qui sont d'un tout autre point de vue sur la situation, je me demandais, puisque c'était aussi un peu l'objet du débat, les querelles de l'histoire, comment est-ce qu'on pourrait réécrire aujourd'hui? Parce que, bon, on est en 2017, Michelet, ça s'éloigne quand même un peu. La France change. Hein, elle est peut-être plus non plus ce qu'elle a été au XIXe siècle, ni même ce qu'elle a été au XXe siècle. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'écrire une autre histoire de France, une histoire de France dans l'Europe, une histoire de France dans le monde? Alors, je pose la question d'abord à Yann Potin, puisqu'il a été l'un des maîtres d'œuvre de l'histoire mondiale de la France. Et puis ensuite, je crois que Gerd Kromaï, je veux dire des choses aussi sur Europa, sur cette deuxième grande entreprise là, qui vient de sortir, que vous avez vue en librairie, qui est une interrogation sur comment écrire une histoire européenne, donc pas de la France, mais notamment hein, une vaste histoire de ce qu'on appelle le continent européen ou la culture européenne. Alors oui, évidemment, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de livres qui se posent la question de comment, non pas changer de discours sur Jeanne d'Arc, mais en fait l'actualiser. Parce qu'effectivement, on voit bien que la construction nationale, non pas qu'elle a disparu, même si beaucoup de personnes s'en plaignent, c'est qu'elle évolue, et notamment elle ne peut pas ne pas s'adapter au cadre européen, malgré toutes les résistances de ci, de là, et finalement à une nationalité européenne, bref. Donc de ce point de vue-là, mais je laisserai Gerd Kromaï en parler, puisque son texte dans Europa évoque cette figure européenne de Jeanne d'Arc. On peut faire une histoire européenne de Jeanne d'Arc au XVe siècle. Voilà. Alors, du point de vue de l'histoire mondiale, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui nous intéressait, puisque c'était un livre qui, de toute façon, n'était fondé que sur des sélections, des coups d'éclairage dans une très vaste séquence historiographique française, de tenter donc d'imaginer comment on pouvait effectivement présenter dans une histoire mondiale le rôle de Jeanne d'Arc. On l'a dit déjà, à mon avis, ça se développe en deux points principaux. Un, d'abord, Jeanne d'Arc participe de la longue histoire et de la longue jeunesse, de l'idée même de nation
ou de l'opposition entre le nous et les autres. Donc rien que déjà par ça, elle fait partie de toute histoire mondiale possible, ou de toute histoire en tout cas transnationale. Mais deuxièmement, précisément, parce qu'elle est postée, si j'ose dire, de part et d'autre de ce moment qu'on a qualifié tout à l'heure de contrefactuel possible, où effectivement la géographie politique de la France et du reste de l'Europe aurait pu être tout à fait autre. Donc elle participe en renationalisant et en même temps en se dénationalisant, parce que l'autre histoire mondiale de Jeanne d'Arc, il ne faut pas l'oublier, elle commence par là où Gerd Krummach l'a trouvé, je pense, dans sa jeunesse, c'est-à-dire en 1919, ou plutôt en 1920, quand l'Église catholique et universelle en fait une sainte. Donc, par là même, elle est mondiale, puisque c'est le principe depuis que la canonisation existe et que le pape en a le contrôle, c'est que les saints de l'Église catholique sont universels et mondiaux. Après, la question de savoir, et il y a des cultes de Jeanne d'Arc à travers le monde, je n'ai pas travaillé ça à fond, mais en Amérique latine, y compris, etc., etc. Donc c'est l'autre grand versant de la dimension mondiale de Jeanne d'Arc, mais c'est une histoire du XXe siècle, là pour le coup, puisque, et il faudrait qu'on prenne le temps d'en parler, c'est pourquoi Jeanne d'Arc devient une sainte officielle qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais ça, c'est justement directement en lien avec la double spécialité de M. Krummach. Quand j'ai commencé mes travaux sur Jeanne d'Arc dans les années 1980, début de 80, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, et juste un Allemand vivant à Paris. Bon, il y avait plein de collègues, surtout d'intellectuels, qui disaient « tu comprendras jamais français, tu comprendras jamais Jeanne d'Arc, c'est inutile, elle est si française. C'est une personnalité archi-française. Et toi, Allemand, tu comprendras simplement pas. » Je pense qu'il y a plein de Français qui sont toujours de cette conviction, mais qui n'ont plus le culot de le dire de nos jours. On est tous tombés aussi transnationaux que là, il y a vraiment une très grande différence de ce qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans. Et c'est pour cette raison que c'est Régine Pernoud, elle le dit dans cette préface qu'elle a faite à l'édition originale de mon livre. Et à l'époque, je vous jure, il n'y avait pas d'universitaire français qui aurait signé pour ce livre d'un Allemand. Mais il est vrai que Jeanne d'Arc a été, dès le départ, je l'ai dit, vous mentionnez, merci, je l'ai dit, elle était une institution, un intérêt européen, voire mondial, avant qu'elle ne tombe héroïne de France. Ne serait-ce que parce qu'elle vit sur la frontière. C'est ce que a dit Claude en aussi, commençant notre discussion. Et il y a tout un changement de paradigme quand on voit ça. Déjà dans les années 1970, on a monté, Régine Pernoud et autres ont monté une grande exposition à Tokyo qui a été énormément courue par les Japonais qui admirent Jeanne d'Arc comme une figure de leur propre histoire. Les Allemands, toujours, on se sont beaucoup intéressés. Donc, si on en venait à penser qu'elle a vraiment un caractère, ce qui importe dans cette personnalité mythique, ce n'est pas tant les mythes qu'elle constitue pour l'histoire de l'unité française, mais c'est son mythe d'un monde plus grand, d'un monde qui réalise des choses auxquelles un individu normal ne songerait jamais. Donc c'est cet grand étonnement face à cette personnalité vraiment universelle, avec son entrain particulier, sa physionomie, sa vivacité, son mordant même, sa facilité de se mettre face à toutes les autorités, moi, individu, et qui a souffert comme le Christ après. Mais que voulez-vous de plus pour faire un beau mythe international? Un mythe surtout qui se base sur une énorme réalité documentée par plein de sources qu'on n'a pas par ailleurs. Donc jamais je n'ai vu un mythe
aussi bien fondée dans le réel. Et c'est là le mystère pour moi, le mystère Jeanne d'Arc, il est là. Alors Claude Govard, c'est à vous de nous dire comment vous feriez avec... comment vous faites avec Jeanne d'Arc quand vous écrivez une histoire de France au XXIe siècle? Parce que là, on a eu deux sortes de réponses. L'une qui consistait à dire il faut montrer toutes les manières dont on peut la voir, y compris d'ailleurs, c'est-à-dire comment on peut la regarder d'ailleurs et comment elle est aussi de quelque part. Et on a Gertrude qui nous dit elle est intéressante parce qu'elle transcende tout. Oui, hein, elle transcende tout, mais dès le départ, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je la vois... Et je la rends, j'espère, dans le peu de lignes que je lui ai consacrées, mais j'ai quand même consacré pratiquement un chapitre dans ce petit ouvrage-là. Donc justement, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup et elle occupe la couverture. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'ai essayé de comprendre comment ces contemporains pouvaient la voir, l'expliquer. Et pour moi, si vous voulez, le grand problème, c'est... Finalement, pour moi, la grande action. La grande action, c'est Orléans. Voilà. C'est, pardon ? C'est Orléans. C'est Orléans et cette lettre écrite par les Anglais, disant, toutes devant elle, toutes nos troupes sont tombées dans la Loire, se sont jetées dans la Loire. On pensait que c'était quelqu'un qui était issu du malin. Donc, du diable. Et c'est comme ça qu'elle a gagné. Mais être issue du malin, c'était une sorcière. Et c'est tout l'enjeu. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la sorcellerie. Alors c'est vrai qu'on est évidemment forcément guidé par ces recherches. Hein. Donc, est-ce que c'est une prophétesse ou est-ce que c'est une sorcière? Mais l'enjeu est énorme à l'époque. Donc moi je la vois, si vous voulez, peut-être en la déconstruisant. Si on peut déconstruire Jeanne d'Arc, parce qu'il y a toujours un irréductible, et je terminais toujours mes cours sur Jeanne, et j'en avais toujours un, en histoire politique, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein, voilà. Mais là, on peut expliquer quand même, est-ce qu'elle est prophétesse, est-ce qu'elle est sorcière? Et les Anglais ont cru qu'elle était sorcière. Ce n'est pas seulement le procès de Rouen, ça n'est pas seulement du machiavélisme politique. Il y a derrière du machiavélisme politique, on est bien d'accord. Mais c'est une profonde croyance, il faut absolument la brûler pour désenvoûter les Anglais qui ne peuvent plus gagner parce qu'elle les a envoûtés. C'est aussi simple que ça. Et quand un sorcier envoûte et qu'on ne peut pas le désenvoûter, ben on le dénonce à la justice, ce qui fait qu'on va le brûler, comme, si vous voulez, les populations africaines, et ça je pense que ça devait être comme ça avant la justice du XIIe siècle, les populations brûlaient les sorciers qui les avaient envoûtés dans les villages. Hein. Il ne faut pas croire que... Évidemment, on n'a pas de traces. Hein. Donc on a quelque chose là qui est un personnage que moi je tente de déconstruire. Parce qu'on ne peut pas la passer sous silence. Je ne veux pas tomber dans l'histoire nationale et le roman national, ça certainement pas. C'est pas comme ça du tout que je fais de l'histoire, mais je me dis, il faut absolument que les jeunes élèves et les étudiants comprennent qu'on a un personnage qui est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au bon moment. C'est le petit déclic. C'est le déclic. Je parlais de Troie tout à l'heure. C'est le déclic. Elle a un charisme extraordinaire. Et du jour où elle échoue devant Paris, alors on parle de l'indifférence de Charles VII. C'est vrai qu'il y a des manipulations politiques derrière. Mais Charles VII croyait aux vertus de Jeanne. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai lu de Franck Collard. C'est-à-dire que les prophéties sont arrivées, bien sûr, elles ont été construites, mais on voit bien que les prophéties, elles échouent. Et quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui est abandonné par Dieu. Il faut comprendre ces mentalités médiévales, j'ose employer le terme de mentalité qui est ringard, mais il faut comprendre ces croyances médiévales, sinon vous ne comprenez rien à Jeanne d'Arc. Donc moi ce que je veux faire, c'est de déconstruire, vous voyez, déconstruire en construisant ce qui est autour.
Voilà. Alors, moyennant quoi, effectivement, c'est vrai que... Alors ensuite, bon, le mythe, on vient de l'expliquer, et ça, bien sûr, c'est aussi important, le mythe, pour notre histoire. Pour ce qui est de la sorcellerie, c'est tout à fait important, parce que le problème de sa virginité, est-ce qu'elle a été en dépend complètement. Et quand 3 fois, elle a été examinée pour sa virginité, 2 fois par ses proches, 1 fois par les Anglais. Tout le monde a trouvé qu'elle était virgo intacta. Et c'est pourquoi, à partir d'un certain moment, de mars 1430, le reproche de sorcellerie tombe. Sans qu'on le dise, ça c'est politique, sans qu'on le dise ouvertement, mais dans l'accusation, ça disparaît. Et dans les actes du procès, la sorcellerie qui était vraiment au départ le thème principal s'en va. Et à la fin, elle n'est plus sorcière. C'est très important pour sa renommée au Moyen-Âge, ce fait-là que même ses adversaires ne peuvent plus affirmer qu'elle est sorcière, étant donné que tout le monde sait que le diable s'occupe des femmes à sa façon, parce qu'il est homme. Et comme elle est vierge, elle ne peut pas être avec le diable. Donc là, il n'y a que la présomption maintenant politique qui reste, son désobéissance à l'Église qui reste. Voilà. Alors, j'ai gardé un petit peu de temps pour les questions. Je regarde mon horloge, parce que maintenant nos horloges, ce sont nos téléphones portables. Alors, on ne vous voit pas beaucoup, mais s'il y a des questions dans la salle, voilà, il y en a, oui, mais... Il marche. Oui, je vais revenir sur le personnage de Jeanne d'Arc, enfin le personnage de cette jeune femme, puisqu'a priori, effectivement, 19 ans de durée de vie. Elle était donc très jeune. Elle avait beaucoup de culot, parce que finalement, elle va voir le futur Charles VII, comme si je vous disais cet après-midi, je vais voir Macron à l'Élysée, et bien sûr, il va me recevoir. Quand on lit le procès, parce que le procès a été publié il y a quelques années, avec des commentaires par un avocat, je crois, Maître Trémollet de Villers, on se rend compte, quand on lit le procès, que Jeanne avait une intelligence tout à fait vive. Elle répond aux questions religieuses, notamment, sur la grâce, etc., avec une vivacité d'esprit et une vivacité intellectuelle qui est tout à fait étonnante. On a l'impression, si on comparait aujourd'hui par nos jeunes élèves, par exemple, elle est hyper douée, quoi. C'est un petit génie. Donc soit elle a suivi une formidable grande école religieuse pour être capable de répondre comme ça à ses juges, ou alors tout simplement elle a une forme d'intelligence tout à fait remarquable et assez rare pour l'époque. Et pour une forme d'intelligence, on en trouve 1 sur 10 000 à chaque génération. Et peut-être que Madame Govard aurait sur ce sujet-là, peut-être à nous écrire demain une histoire de l'intelligence médiévale. Oui, mais vous savez, bon, c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'est pas intelligente. Je veux dire que... Vous comprenez? Bon, bon, c'est une... Voilà, merci. Bon, elle répond, c'est le chanoine de la Ruelle qui a très bien étudié la piété populaire dans le livre où on rassemble ces articles. Si vous pouvez regarder cet article qui est absolument magnifique sur la piété de Jeanne. Et la piété de Jeanne, elle est de son temps, c'est-à-dire qu'elle répond avec des mots qu'elle a entendus dans la prédication de son curé. Je répète, elle a aussi un confesseur qui lui a été attribué, avec qui elle parle et avec qui elle a des échanges jusqu'à son arrestation. Elle en a même après, hein, quand elle est en prison. Mais bon, est-ce que c'est extraordinaire? Oui, c'est extraordinaire parce qu'elle est supérieurement intelligente, je le pense. Mais ça n'est pas, si vous voulez, pour autant surprenant. Alors c'est vrai que les filles de laboureurs vont rarement à l'école. Mais les études actuelles montrent que l'illettrisme des laboureurs, il faut le relativiser. Son père a un sceau, mais c'est normal. C'est quelqu'un qui passe des chartes, il a des responsabilités d'ailleurs dans son village. Et Guillaume Calle, qui conduisait la jacquerie en 1358, avait aussi un sceau. Vous voyez? Donc, on remet en question actuellement l'ignorance totale
du monde paysan. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient des universitaires, ils sont illitérati, ne connaissent pas le latin, ou que des rudiments, qu'ils apprennent d'ailleurs dans l'école de leur village, mais il y a des écoles. Jean Gerson, pour faire une comparaison masculine, contemporaine quasiment, Jean Gerson est issu d'un milieu comparable à celui de Jeanne d'Arc, même encore plus pauvre, et il est quand même devenu le Jean Gerson que nous connaissons, le grand théologien de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, et promoteur de ce qu'on peut appeler le premier humanisme français. Donc je crois qu'il ne faut pas penser que c'est un personnage d'exception parce qu'elle a effectivement une forme d'intelligence supérieure. Mais je ne crois pas que ça n'est pas la dévaloriser que de dire qu'elle répond avec pertinence en utilisant le langage qu'elle a appris dans l'éducation religieuse qu'elle a reçue. C'est tout à fait. Bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de bénédictins dans les parages, disait Dans les Carcon. parages, il y avait donc, il semble bien, mais on n'a pas de recherche neuve à ce sujet. On pose toujours ce qu'a trouvé Siméon Luce dans les années 1890 sur l'entourage des monastères. Parce que la recherche est très difficile à faire, mais on sait que dans cette contrée, il y avait un lot de monastères de bénédictins et qui professaient exactement ce rapprochement de l'individu avec le Christ, cette sensibilité toute personnelle et cette souffrance inscrite dans le corps avec le Christ et dont ne voulait rien savoir l'Église officielle. Et sa prétention d'aller se confesser presque tous les jours venait exactement de ce courant. Donc on peut détacher un peu les courants qui l'ont sans doute influencé, mais de là à pouvoir dire ça d'une façon aussi cohérente dans un procès où on t'enferme, il y a un vrai miracle dans tout ça. Donc, et elle est toute naturelle, mais... Un miracle ou, pour répondre à monsieur et aussi à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on a dit en commençant sur un miracle ou un effet de source? Parce que le problème, c'est que pour pouvoir, si j'ose dire, non pas vous répondre, mais évaluer l'intelligence de Jeanne d'Arc, je mets des guillemets à intelligence là, il faudrait qu'il y ait d'autres procès qui permettent d'avoir une parole, une prise de parole équivalente. Or, on a dit tout à l'heure que précisément, si elle existait, c'est parce qu'il y avait ces sources exceptionnelles. Mais ça, c'est le revers de la médaille. Du coup, elles sont tellement exceptionnelles qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc, par défaut et par esprit de rigueur historique, on ne peut pas infirmer de son intelligence supposée ou qui transparaît à travers ses réponses, qu'elle soit influencée par qui que ce soit, bénédictin ou franciscain, enfin bref, une qualité et un jugement, puisque par définition, on n'a pas de point de comparaison. C'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme à la télé. On vous fait parler une personne, il est chargé d'incarner un type social, mais par définition, il y en a 10 000 autres, et comme tous les élèves de toutes nos classes ne correspondent pas forcément à l'image du niveau qui baisse, bien heureusement, parce qu'ils sont d'abord des centaines de milliers. Et ça fait beaucoup de procès potentiels. Oui, il y a... Alors, est-ce qu'il y a un micro qui se déplace? Il est tout en haut, là. Pardon. Ah, vous êtes tout en haut. Oui, voilà, monsieur, voilà, oui. On ne vous voit pas du tout, mais on vous entend. Je voulais savoir ce que disait le fait qu'elle ait été immolée, qu'elle ait été brûlée. Est-ce que c'est une sanction qui est courante à l'époque, une punition, un châtiment? Est-ce que c'est lié à sa nature de sorcière qui demeure, en dépit de ce que disait notre invité allemand? Voilà, merci. Claude l'a dit, mais dans l'idée de brûler le corps, c'est physiquement pour que, comme on ne sait pas comment l'envoûtement marche, on ne sait pas, puisque par définition, c'est secret, ou plutôt ça fait partie de son secret de sorcière possible. Donc, elle peut très bien continuer à avoir une mauvaise influence tant que son corps n'est pas, c'est vraiment n'a pas disparu. Ça, c'est sûr que c'est la raison juridique du bûcher. Alors, d'ailleurs, ce supplice n'est pas réservé aux femmes, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'à l'époque du XVe siècle, il y a dans les sources autant de sorciers hommes que de sorciers femmes, encore, dans cette première partie du XVe siècle. Ensuite, on va basculer vers une sorcellerie féminine. Enfin, une sorcellerie féminine.
je dirais, une lutte contre les sorcières femmes. Vous voyez ? Et l'image de la sorcière va se cristalliser. Mais dans cette première moitié du XVe siècle, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais c'est la sanction normale, le bûcher, des sorciers et des hérétiques. Les hérétiques aussi. Hein, Jean Hus, voilà, brûlé. Marguerite Porrette, 1310, on en parlait hier avec les Béguines, brûlé sur la place de Grève à Paris. C'est la sanction normale de l'hérésie et de la sorcellerie. Il faut quand même dire que cette pratique de brûler toutes les sorcières et autres femmes indomptables est explosée un peu plus tard. Oui, 50 ans plus tard, c'était beaucoup pire qu'au moment de Jeanne d'Arc. Et ce qui est exceptionnel aussi dans ce processus, qu'on ait pris soin de jeter ses cendres à la rivière. Cela n'avait pas été de commun accord avant et pour tout, parce qu'on laissait bien volontiers les places pour remémorer ce qui arrivera à un mécréant. Mais là, les responsables savaient très bien qu'il y avait un grand murmure encore dans le peuple et qu'on ne voulait pas laisser s'épanouir. Et c'est pourquoi on a voulu vraiment, pour que les gens ne prennent pas les cendres en miracle avec eux, on a voulu tout jeter. Et puis, ces curieuses lettres de l'archevêque qui justifient ça devant le peuple et devant toutes les autorités mondiales, mais ils avaient une très mauvaise conscience déjà. Oui. Merci. Alors, comme mes collègues ont eu l'amitié de me citer, donc je vais prendre la parole. Monsieur Franck Collard. Voilà, en disant que je suis un peu déçu, non pas d'être autour de la table, ça c'est l'affaire du monde. Non, ça je suis déçu un petit peu de la tournure prise par le débat, parce que le titre était « Sommes-nous les enfants de Jeanne d'Arc ?» et je trouve qu'on ne l'a pas beaucoup traité. Alors qu'il y a vraiment un problème qui se pose, ne serait-ce que dès son époque. Il y a des mères de famille qui lui demandent d'être la marraine de leurs enfants. Et donc, ils voudraient peut-être bien que leur petite fille soit plus tard comme Jeanne d'Arc. Ça, c'est très intéressant. Dans une période qui est plus récente, qui est le 19e siècle, l'époque où l'Église catholique a essayé de remettre la main sur la pucelle, c'est un véritable programme, comment dire, éducatif pour les petites filles qui va complètement contre la réalité historique. C'est-à-dire qu'une fille à l'époque doit être soumise et surtout ne pas s'émanciper, ni de son curé de paroisse, ni de ses parents. Et on essaye de transformer Jeanne d'Arc, ça se voit aussi parfois dans la statuaire, on essaye de la transformer en une petite fille, sinon modèle, en tout cas bien élevée, et qui va obéir à l'Église catholique. Et puis, c'est un personnage qu'on a réduit à tort à cette dimension de reconquête du territoire national. Je crois qu'on oublie un peu souvent que le programme de Jeanne d'Arc après la reconquête du royaume, c'était la lutte contre les Hussites, on en a parlé, et puis la reconquête de Jérusalem. Ce qu'on a demandé d'ailleurs à celui qui l'avait abandonné dans les conditions que Claude Gouard a bien reprises, ce qu'on lui avait demandé de faire, donc, puisque la reconquête du royaume de France sur les Anglais est contemporaine de la chute de Constantinople en 1453. Alors, la question que je voudrais poser, qui est une question plus générale, et que je pose aussi depuis mes fonctions à l'association des professeurs d'histoire-géographie, qui vont au contact du terrain, qui savent un petit peu, enfin, qui sait un peu comment s'enseigne l'histoire de Jeanne d'Arc au collège. Au lycée, on n'en parle plus, on n'en parle pas. C'est de savoir si il y aura encore, dans les générations, quitte à paraître pour un abominable décliniste, s'il y aura encore des enfants de Jeanne d'Arc dans des générations où on n'aura plus parlé de la pucelle, tout bonnement parce que dans l'esprit de certains, être enfant de Jeanne d'Arc, c'est un peu comme être enfant de Marie, c'est-à-dire être d'une France qui est vouée à la disparition. Et puis pour d'autres, c'est effectivement faire une histoire nauséabonde, une histoire qui devrait ne plus avoir lieu, parce qu'une histoire pas suffisamment finalement identifiante. Et j'ai entendu l'année dernière, j'étais déjà à Blois pour une table ronde pédagogique, des enseignants avant-gardistes nous expliquaient qu'il n'importait absolument pas d'enseigner aux élèves de 5e si Jeanne d'Arc avait été vraiment brûlée ou pas. L'important, c'était de déconstruire. Donc, je crois qu'on déconstruit quand on a déjà construit et qu'on ne construit pas, en particulier l'enseignement de l'histoire, en commençant par le toit. Mais j'aimerais que nos collègues qui sont autour de la table donnent leurs sentiments
parce que je suis évidemment un pessimiste impénitent, me donnent leur sentiment. Est-ce qu'il y aura encore des enfants de Jeanne d'Arc, au sens des enfants qui connaîtront un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, dans 30, dans 40 ans, ou bien est-ce qu'il faut passer complètement à autre chose et estimer que c'est une héroïne qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle n'est pas assez mondiale, alors qu'elle l'est en vérité? Bah oui, je crois qu'on a répondu à ce que vous venez de dire, mais je vais laisser Claude Guevard répondre à nouveau. Moi, je connais bien le pessimisme de Franck Collard, hein. Bon, donc je vais répondre avec optimisme. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est pas fondamentalement, je suis optimiste. Et deuxièmement, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'histoire européenne et d'histoire mondiale sans connaissance de l'histoire nationale au bon sens du terme. Pour moi, ça va ensemble. Ça va parfaitement ensemble. C'est comme, si vous voulez, l'idée, alors, d'une fusion des langues communes. On ne prendrait plus qu'une seule langue, et on ne parlerait plus ni le français ni l'allemand, mais on ne parlerait qu'anglais. J'anticipe sur la table ronde que je vais faire ce soir, l'autre. Mais bon, c'est exactement pareil. Et vous voyez bien dans ce qu'on a dit, il y a des moments de l'histoire, de l'histoire de France, où il y a des choix à faire. J'ai parlé de Brétigny et de Du Guesclin. Jeanne d'Arc, c'est la réponse au traité de Troyes. De Gaulle, d'ailleurs entre parenthèses, les frontières, hein, c'est un homme de la frontière, De Gaulle et 1940. Il y a des moments où il y a des choix. Il faut mettre nos contemporains, il faut faire passer cette idée. Le choix a été fait. Est-ce que c'est pour autant la raison pour laquelle il faut aller vers un nationalisme exacerbé et manipuler les personnages? Alors, on voit bien qu'on a moins manipulé du Guesclin qu'on a manipulé De Gaulle, et je dirais qu'on a moins manipulé De Gaulle qu'on a manipulé Jeanne d'Arc. Moins, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que la dimension religieuse est moins forte aussi. Et paradoxalement, comme l'a dit très bien Yann, la dimension religieuse redonne à Jeanne d'Arc une dimension européenne sans doute, mais aussi mondiale. C'est intéressant quand même. Autrement dit, l'histoire, c'est pas simple. L'histoire n'est pas simple, et si on la réduisait aux hommes et aux femmes célèbres, ça serait dramatique. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre le moment où ces gens-là arrivent. Ce qu'ils font, il faut absolument le décrire. Et moi, je ne vois pas d'histoire de France, d'histoire mondiale, pardon, sans qu'il y ait d'autres façons d'aborder l'histoire qui seraient l'histoire de France, qui se font, ou qui se conjuguent, pas se font, se conjuguent avec une histoire mondiale. Je ne pense pas que ça soit antagoniste. Je ne vois pas dans les débats qui ont eu lieu sur le livre dirigé par Patrick Boucheron, je ne vois pas l'intérêt de ces débats. Parce qu'ils sont stériles. Ils sont stériles. Ça voudrait dire que l'histoire nationale doit être engagée. Mais bien sûr que non, elle n'est pas engagée. Ce n'est pas parce que je fais, moi, plus précisément, et puis ce n'est pas à l'âge que j'ai maintenant que je vais beaucoup changer, donc je fais une histoire de France et je la signe des deux mains en appelant, je pense, quelques spécialistes reconnus des différentes périodes. Ce n'est pas parce que je fais ça que je fais un pied de nez à l'histoire mondiale, bien entendu que non. Et que je fais par ailleurs aussi une histoire nationale avec un cocorico très fort en me levant le matin. Non, non, ça n'est pas cela. L'historien, il est polyvalent. Il peut avoir plusieurs cordes à son arc, et Dieu merci, ça devrait être davantage développé. Et là, on a en face de nous un exemple très intéressant, justement, de quelqu'un qui fait du Moyen-Âge en même temps qu'il fait de l'histoire de la guerre de 14. Je peux vous dire qu'en France, c'est pas simple.
je vais aller dans le même sens, d'une façon un peu différente. Merci pour les mots-clés que vous me produisez là. D'un côté, c'est faux de parler d'histoire mondiale de la France. Il est aussi faux de parler de Europe, notre histoire, parce que l'histoire toute première se joue ailleurs. D'autre part, il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a des éléments qui dépassent l'histoire nationale et qu'il peut même y avoir un Allemand qui comprend Jeanne d'Arc peut-être tout aussi bien que les Français. Et cela n'est pas inutile de rappeler de cela dans des ouvrages si toujours ils n'ont pas la prétention de remplacer l'histoire, si j'ose dire, de base, l'histoire nationale. Or, je suis très sceptique quant au grand slogan de ce moment, le transnational. Je veux bien concéder qu'il y a des phénomènes transnationaux, absolument, mais je lutte avec vigueur contre qui prétend pouvoir penser d'une façon transnationale. Le problème est là. Comprendre qu'il y ait d'autres vérités et d'autres approches, avoir un soupçon d'autre chose est différent de la prétention tout à fait impossible sur un moment heuristique simple de prétendre de pouvoir sortir de ces bornes. Simplement, je ne pense pas. Je peux décrire l'histoire de l'Angleterre, des États-Unis, de France, d'un point de vue allemand, un point de vue allemand purifié par maintes sources de différentes origines, mais ça restera à tout jamais un point de vue allemand sur la France. Je ne vais pas prétendre qu'un individu puisse confronter les phénomènes transnationaux d'une façon transnationale. Ça n'existe pas. D'où l'idée, justement, d'où le terme d'histoire mondiale de la France. Vous venez de définir l'histoire mondiale de la France. C'est que c'est précisément pas une pensée transnationale de phénomènes transnationaux. C'est une pensée nationale, ou en tout cas écrite en français, qui tente d'identifier des phénomènes transnationaux qui, je crois, quand même existent, en tout cas au XXe siècle. Enfin, je crois qu'on va pouvoir s'accorder là-dessus. Mais je voudrais, et merci beaucoup pour cette ouverture sur le transnational, mais Franck Collard a posé une question quand même précise et importante sur cette histoire non pas contrefactuelle de Jeanne d'Arc, mais prospective. Comment enseignera-t-on Jeanne d'Arc dans 50 ans? Je crois que d'abord, c'est la Jeanne d'Arc de Gerd Krumeich qu'on enseignera. Et vous venez de dire, c'est-à-dire la Jeanne d'Arc qui est autant de 1919 que de 1429. Et effectivement, c'est une difficulté. On le sait tous en tant qu'enseignants. C'est très difficile et on a essayé de le faire notamment dans cette histoire mondiale de temps en temps, moi particulièrement avec Alésia, c'est-à-dire de tenir à la fois le discours historien et historiographe en même temps. Et vous qui êtes spécialiste de l'histoire de l'historiographie et de Robert, Gagin et autres, vous savez plus que ce que je veux dire encore. C'est ça. C'est effectivement, est-ce que on pourra, alors que l'histoire de Jeanne a été augmentée comme la réalité aujourd'hui dans le numérique par le XXe siècle, on vient de le dire. C'est pas simplement une légende, une trace qui se continue. Non, non. La Jeanne d'Arc du XXe siècle, doublement canonisée en 1920, non pas en 1420, en 1920 par l'Église catholique universelle d'une part, et le 8 mai 1920 par la République française, mais du coup fête nationale oubliée parce que recouverte par l'armistice tout à fait universel et mondial. Je pense qu'on peut considérer que le 8 mai 45 est une date de l'histoire mondiale, je pense. Mais après, vous allez me dire que c'est peut-être... voilà. C'est de l'histoire mondiale à la papa, là. Hein, vraiment à la papa. Hein, parce que je crois que... Oui, bon, d'accord. Donc, or, il y a quand même un nom qu'on n'a pas prononcé, et c'est pas pour terminer sur cette touche qui, pour moi, est fondamentalement optimiste, parce que je pense qu'on peut y arriver. Les profs, les enseignants du secondaire, même si c'est extrêmement difficile et qu'on tombe toujours dans cette espèce d'ornière construire, déconstruire. L'historiographie, telle que Gerd Krumeich l'a fait dans un aller-retour permanent avec sa Jeanne, qu'il aime, on l'a vu, et la Jeanne des historiens, c'est un aller-retour et il faut arriver à maintenir en permanence cet aller-retour sans basculer. Donc c'est pour ça que je parle de Jeanne de Gerd Krumeich. Mais il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit,
c'est que dans cette réalité augmentée du XXe siècle, en tout cas pour l'histoire nationale de la France, il y a aussi Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi Marine Le Pen. Et ça, quand même, Michel Vinocq lève la main, je vois qu'il a certainement quelque chose à dire. Et en effet, parce que l'ultime manipulation depuis 20 ans qui essaye d'à la fois convoquer le peuple catholique et le peuple républicain, avec ses malheurs bien heureux récents, en quelque sorte, et ses dissensions internes, voilà. Et ça aussi, c'est la réalité augmentée de Jeanne d'Arc. Comment pourrait-on imaginer, dans 50 ans, quoi que devienne le Front National, qu'ils prennent le pouvoir ou non, en France, dans l'intervalle, alors a fortiori s'il a pris le pouvoir, comment peut-on imaginer d'aborder en classe de 5e de l'histoire du Moyen-Âge, sans commencer par dire, vous avez vu qu'il y a tous les mois de mai à la télé, parce que c'est ça la réalité immédiate de tous ces collégiens qui sont tout aussi intelligents que Jeanne d'Arc, mais simplement leur médiation, c'est plus le bénédictin, c'est la télé. Et c'est cette réalité augmentée. Donc il faut passer par cette réalité-là du XXIe siècle, qui fait que Jeanne d'Arc, c'est d'abord quelque chose qui est, dans la vie politique française, instrumentalisée de manière radicale et violente. Donc, je voudrais dire quelque chose justement à ce moment-là du débat, parce que moi je voulais vous poser la question avant que vous indiquiez ça, parce que vous aviez proposé de répondre à la question Jeanne d'Arc est-elle de droite, de gauche, ni de droite ni de gauche, et de gauche et de droite, etc. C'est la question qui m'intéressait, même si l'histoire que vous racontez et l'identité de Jeanne d'Arc, c'est passionnant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à Orléans, vous savez que se passent les fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans qui ont lieu chaque 8 mai, et chaque année, la ville d'Orléans, je ne fais pas partie de la ville d'Orléans, j'y habite, mais je ne fais pas partie. Mais chaque année, la ville d'Orléans essaye de faire vivre Jeanne d'Arc dans effectivement ces difficultés. Et c'est une fête où elle essaye d'allier les autorités civiles, religieuses, militaires, avec les associations et avec la population, et d'en faire quelque chose qui interroge l'histoire chaque année et qui interroge Jeanne d'Arc chaque année, et qui profondément se propose, en tout cas à Orléans, d'être républicaine. Et vous savez que c'est une tradition que les présidents de la République viennent comme président d'honneur aux fêtes de Jeanne d'Arc pour montrer que Jeanne d'Arc, eh bien, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, en tout cas, elle est revendiquée comme telle par la France entière et par les présidents, normalement. Macron a un petit peu transgressé l'ordre normal, puisqu'il est venu avant d'être élu. Est-ce qu'il reviendra cette année ? On le verra. Mais là, c'était la question de... Chaque année, Orléans se bat avec cette idée que Jeanne d'Arc, ce n'est pas le 1er mai à Paris et Le Pen, mais chaque année, que c'est la population et Jeanne d'Arc à Orléans. Bien sûr, mais c'est pour ça que la captation, on en parlait aussi tout à l'heure, de la fête du 1er mai, qui est faite aussi pour recouvrir la fête du travail, quand même, aussi. C'est une captation qui s'est faite dans les années 80. L'histoire, elle est très récente. De cette captation de frontiste extrêmement récente, et elle aussi, elle prétend un dépassement ni droite ni gauche. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je comprends très bien, mais il se trouve qu'en plus, la fête nationale de Jeanne d'Arc, vous parlez de fête municipale, et c'est une belle fête municipale, mais en fait, c'est la date officielle de la fête nationale de 1920, que le Parlement vote par une loi, mais à cause de l'armistice de 1945, cette fête nationale qui aurait pu être une fête d'unité comme le 14 juillet, qui reste quand même encore quelque chose, je ne dis pas ni droite ni gauche, mais qui quand même, si, quand même, un peu, enfin voilà. Eh bien, cette fête, elle a été, non pas gommée, mais réavalée par 1945, donc elle a été dénationalisée, en quelque sorte, par le 8 mai 1945. Et elle est relocalisée par vous, mais dans Paris, eh bien, si j'ose dire, les Bourguignons ou les Bretons sont revenus s'emparer de Jeanne d'Arc au pied du Palais du Louvre. Voilà. Alors, je suis désolée parce que c'est le moment où le débat s'enflamme, mais je crois que... Alors, je vais donner la parole, je vois Michel Vinocq. Oui, mais nous, alors, on voit rien, nous, vous savez. Excusez-moi, je souhaite intervenir. La personne est venue pour Alors, allez-y. Pour me passer le micro. Et il m'a été dit
qu'une autre personne, qu'elle avait reçu ordre... Il est là, il est là. Qu'elle avait reçu ordre de laisser passer une autre personne à ma place, parce qu'elle avait peut-être des choses plus intéressantes à dire. Donc, je proteste quant à l'organisation, de cette conférence. Voilà. Je voulais intervenir tout modestement, pour apporter un témoignage. Voilà. Par rapport, je suis venue écouter la conférence. Sommes-nous tous filles ou fils de Jeanne d'Arc? Je voulais apporter un témoignage pour dire qu'en Algérie, les années 90, quand il y a eu le terrorisme islamiste, le chef islamiste a été interrogé en lui disant « Vous voulez instaurer la République islamique et forcer toutes les femmes à porter le voile. Celles qui ne le portent pas, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Il a répondu « Ces femmes, ce sont les filles de Jeanne d'Arc. » Voilà. Pour lui, bien évidemment, c'était une insulte, mais on pense aussi que c'était, bien évidemment, cela induisait qu'elle méritait le feu et que c'était ça, en fait, qui était... Voilà. Donc, je voulais apporter ce témoignage et pour dire que je suis à Orléans, que je vis à Orléans tout à fait par hasard de l'histoire et que je me sens, malgré tout, fille de Jeanne d'Arc. Par contre, j'ai une interrogation sur, effectivement, le système scolaire, le système éducatif en France, et je m'interroge si, effectivement, ce système n'a pas failli par rapport au modèle d'intégration et par rapport, justement, aux filles qui portent le voile dans les cités et qui ne se reconnaissent pas forcément dans Jeanne d'Arc. Merci. Michel Vinocq, alors, est-ce qu'il y a un micro pour Michel Vinocq? Je ne veux pas intervenir sur les captations de Jeanne d'Arc parce qu'elles n'ont jamais cessé. À droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Il faut savoir, par exemple, qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, les socialistes faisaient de Jeanne d'Arc une héroïne parce qu'elle était une fille du peuple, parce qu'elle était une libératrice du territoire, etc. Non, je voudrais poser une question naïve à mon ami Yann sur l'histoire mondiale de la France. Oui, vous avez dit qu'il n'y avait peut-être pas de personnage aussi universel que Jeanne d'Arc. Personnellement, en faisant ma contribution au lieu de mémoire sur Jeanne d'Arc, j'avais été frappé par l'extraordinaire littérature de tous les pays, par la filmographie, films danois, soviétiques, etc., américains. Bon. Donc, dans tous les domaines, et je n'ai même pas parlé du théâtre, dans tous les domaines et dans tous les grands pays, n'est-ce pas, Jeanne d'Arc est une image à peu près sans comparaison. Donc, ma question très naïve, posée à Yann Potin, comment se fait-il qu'une histoire mondiale de la France n'ait pas pris pour date 1431 ou 1429? Alors il y a... Attendez, je termine. Je sais bien que Yann a parlé de Jeanne dans son article sur le traité de Troyes, mais quand même, histoire mondiale de la France et rien sur les dates canoniques de l'histoire de Jeanne d'Arc. Oui, mais Michel, vous venez de donner la réponse et je vous remercie. C'est que, d'abord, je répète à chaque fois que ce n'est pas une histoire encyclopédique de la France et que, de toute façon, pour coller à ce que vous venez de dire, il aurait fallu que la date soit donc ni 1431 ni 1429, mais 1920. Donc, ce qui aurait de toute façon créé un encore plus grand malentendu, parce que si vous dites la Jeanne d'Arc universelle est née en 1920, alors là, on vous tire dessus, n'est-ce pas, hein, alors que c'est, et je n'ai pas dit qu'elle était universelle, j'ai dit que l'Église, en la canonisant, l'a projetée comme universalisable, voilà, et les appropriations multiples. Je suis tout à fait d'accord, bien entendu. Mais je l'ai fait pour Lascaux. J'ai placé Lascaux non pas à moins 17 000, mais en 1940. Ça ne plaît pas aux contemporanéistes, aux spécialistes de la défaite. Parce que c'était pour moi une façon
de dire, en septembre 40, au cœur de la défaite, il y avait aussi la préhistoire. Bref. Donc, vous voyez, au fond, le doute, il est plutôt là. C'est, en 1431, ce n'est pas un événement mondial, le brûlement de Jeanne d'Arc. Par contre, en 1920, la double canonisation de Jeanne d'Arc est un événement mondial. Donc, alors, Claude Govard m'a demandé la parole, mais 1 minute pour conclure. Absolument. Et ce sera vraiment la conclusion, parce qu'on doit libérer la salle. Ça va être la conclusion, parce qu'on a une femme célèbre qui a transgressé tous les codes. Et pour moi, en histoire, et là, ce que vous venez de dire, Michel Vinocq, est tout à fait signifiant, elle est partout dans le monde parce qu'elle fait rêver. Et quelque part, l'histoire doit de temps en temps aussi faire rêver. Et pas seulement par l'écriture de l'historien, par le sujet qu'elle traite. Donc je pense qu'il y a aussi là une clé d'explication. Merci Claude Govard, merci à vous tous.